Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de suivre une petite conférence de philosophie esthétique et nous allons parler de la question de la nature des jugements esthétiques et de la vérité ou de la non-vérité que peuvent nous offrir nos appréciations esthétiques. Nos appréciations esthétiques ou nos jugements esthétiques, c'est ce qu'on fait lorsqu'on dit qu'une chose est belle ou laide ou sublime ou jolie ou lorsque voilà, on la prédique de termes qui ont une signification esthétique. Cette vidéo va un petit peu introduire le domaine, encore que sur la chaîne de la Cité Libre, il me semble qu'on avait déjà fait une petite présentation d'une des positions possibles en philosophie esthétique, qui est le réalisme esthétique, dont on va beaucoup reparler ce soir. Celle qu'on va voir, la vidéo donc actuelle, celle que vous écoutez, elle aurait peut-être dû être préalable parce que les questions qu'on va y poser sont un peu plus premières et fondamentales dans le domaine de la réflexion sur les questions esthétiques. Il va s'agir donc d'une réflexion sur les propriétés esthétiques fondamentales et les jugements esthétiques dans ce qu'ils ont de plus abstrait et de plus fondamental. On a donc affaire à une partie de la réflexion en philosophie du beau, en philosophie de l'esthétique, qui s'apparente d'une certaine façon à ce qu'on pourrait trouver dans le domaine de la philosophie morale lorsqu'on parle de métaéthique. La métaéthique en philosophie morale, c'est une question qui traite des problèmes fondamentaux finalement de cette zone de réflexion philosophique et des concepts les plus fondamentaux, comme par exemple le concept du bien, ou le concept du juste, ou la possibilité qu'il y ait une vérité morale à trouver. Voilà, ce genre de questions qui sont finalement des préalables logiques avant de s'intéresser si telle ou telle action est bonne ou mauvaise, si tel ou tel principe ou règle est bonne ou mauvaise. On essaie d'éclaircir les concepts fondamentaux et de se demander est-ce que ça a un sens de parler du bien, est-ce que c'est possible de connaître le bien, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle du bien ou du mal. Donc c'est ce domaine-là de questions qu'on appelle la métaéthique. Et bien de manière un petit peu analogique, quand on passe aux questions d'art et de beauté, quand on passe aux questions de philosophie de l'esthétique, il y a un champ de questions qui sont un peu des préalables, que je pourrais donc proposer d'appeler par analogie, même si le terme n'est pas vraiment admis en philosophie, histoire de lui donner un nom, on pourrait appeler ce champ de questionnement la méta-esthétique, hein, par analogie. C'est-à-dire donc les questions vraiment premières. Qu'est-ce que le beau? Peut-on connaître ce qui est beau? Que veut-on dire lorsqu'on parle du beau et du laid? Y a-t-il une vérité en matière esthétique? Y a-t-il des choses qui sont vraiment plus belles que d'autres? Est-ce que ça a un sens de reprocher à quelqu'un ses appréciations esthétiques? Est-ce que je peux me tromper lorsque je dis que quelque chose n'est pas beau? Voilà, c'est ce genre-là de questions dont il va s'agir. Et évidemment, c'est un préalable indispensable parce que toutes les branches secondes, toutes les questions secondaires qu'on pourrait se poser s'agissant de l'art et du beau, s'agissant des principes qu'on pourrait vouloir adopter pour aller vers le beau ou pour le produire, hein, si on s'intéresse aux questions de philosophie de l'art notamment, toutes ces questions-là sont des conséquences, ou en tout cas présupposent d'avoir résolu les questions que je qualifie de méta-esthétiques. Donc on va explorer un peu ce champ de la métaesthétique et voir les différentes positions qui s'affrontent s'agissant du problème de la nature du jugement esthétique, le jugement qui pose que ceci est un bel objet, ceci est un paysage magnifique, ceci est une perception de sensible laide, enfin, voilà, qui nous renvoie à une expérience de la mocheté, de l'horrible, du raté, voilà. Quand on formule ce genre de jugement, finalement, quelle est la nature de ces jugements? Et plus spécifiquement, la question qu'on va se poser, c'est y a-t-il une valeur de vérité de ces jugements? C'est-à-dire, les affirmations de cette sorte-là, sont-elles des affirmations qui seraient possiblement vraies ou fausses? Ou est-ce que les jugements esthétiques sont des jugements qui n'ont rien à voir avec la question du vrai et du faux, mais qui ne sont que l'expression de préférences? C'est un petit peu cette distribution des solutions qui représente un peu les pôles radicaux de la question de la nature du jugement esthétique. Pour les uns, ceux qu'on va appeler relativistes ou subjectivistes, les jugements esthétiques n'expriment pas une valeur de vérité, donc ils ne sont jamais vrais ou faux, ils sont toujours l'expression de sentiments ou de goûts, mais ils ne
signifie aucune vérité. Et pour la position complètement opposée, ceux qu'on va appeler les réalistes esthétiques, ceux qui pensent qu'il y a une vérité en esthétique, une vérité sur le beau ou le laid, eh bien au contraire, les jugements esthétiques sont des jugements de connaissance, au même titre que les jugements factuels sur cet objet est-il bleu ou cet objet existe-t-il. Les réalistes esthétiques sont ceux qui vont vous dire qu'à la question cet objet est-il beau, il y a une vraie réponse de connaissance à cette question. Il y a une vérité à cette question. Et pour traiter donc de ces problématiques, je vais m'appuyer sur le chapitre 3 de l'ouvrage d'un philosophe français contemporain qui s'appelle Roger Puivert, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé Le réalisme esthétique, où il va présenter justement 7 positions possibles en philosophie esthétique, et ses raisons personnelles de défendre cette position plutôt que les autres positions possibles. Donc il y a un chapitre de son livre qui est très bien fait, où il explique justement la gamme des positions possibles. Alors, on va présenter donc d'abord la position que ne partage pas l'auteur, la position relativiste ou subjectiviste, et puis on va progressivement aller vers la position la plus opposée possible, celle qu'il va défendre, et je vous présenterai ces arguments pour la défendre dans la dernière partie de cette présentation. Alors, je lis un petit peu. S'agissant de l'attribution des propriétés esthétiques, 4 thèses au moins peuvent être soutenues. Petit 1, le subjectivisme radical. C'est la position qui affirme que les propriétés esthétiques sont attribuées aux objets. C'est la position qui affirme que les propriétés esthétiques sont attribuées aux objets, alors qu'en réalité elles sont des propriétés de nos idées, ou comme certains disent aujourd'hui, de nos états mentaux. Ces propriétés sont relatives. C'est la thèse que Hume caractérise comme étant une des 2 espèces de sens commun, relativiste, sur le champ clos de la critique esthétique. Cette position est là aujourd'hui largement répandue. Elle a dernièrement eu un avocat de grand talent en la personne de Gérard Genette, un autre philosophe français contemporain, mais qui est mort celui-là. Alors, attardons-nous un peu sur cette position, la position subjectiviste radicale, la position qui consiste à dire que les jugements esthétiques ne sont pas des jugements qui reconnaissent ou qui perçoivent une propriété réelle d'un objet, mais ce sont des jugements exercés ou attribués à la chose, mais qui ne font que dénoter une attitude du sujet, une attitude de ses idées ou de ses états mentaux, enfin, quelque chose qui relève de sa subjectivité. Alors, développons un peu cette position. Position qu'on peut aussi qualifier d'antiréaliste, puisque le subjectiviste, je vais essayer de vous faire voir pourquoi on peut qualifier cette gamme d'attitudes à la fois de subjectiviste, relativiste et antiréaliste, pourquoi tout ça c'est la même position juste sous différents angles. Donc l'antiréaliste, c'est celui qui nie qu'il y a une réalité du beau. Le beau n'est pas une chose réelle au sens d'une chose objective, c'est une chose qui n'a d'existence que subjective, c'est un état du sujet, dans un certain état. Le sujet qui parle du beau ne parle que de ce qu'il ressent ou de son état à lui, et non pas du monde autour. Pour l'antiréaliste, ou le subjectiviste, une chose est belle ou laide en fonction de l'effet qu'elle produit, que produit sur nous la représentation que nous en avons. Donc je me représente la chose et ça me fait un certain effet que je vais appeler beau ou laid. Nous ressentons ou non un certain sentiment. C'est ça, les jugements esthétiques ou les propriétés esthétiques ne sont rien d'autre que des noms de sentiments subjectifs. En fait. Quand je dis c'est beau, je veux juste dire je ressens quelque chose que j'appelle beau ou un certain état de plaisir, par exemple. Dès lors, lorsque nous disons qu'un objet est beau, nous parlons de ce que sa représentation nous fait éprouver, non de l'objet lui-même. C'est pour ça qu'à la limite, je pourrais dire un ciel avec des nuages qui ont telle et telle forme, c'est vraiment beau, mais c'est juste une image mentale, ça ne correspond pas à un paysage dont je ferai l'expérience sensible. La simple représentation de l'objet suffit à produire la propriété que, tiens, c'est beau. En un sens, donc, on ne dit rien de cet objet quand on interprète, quand on a la position philosophique consistant à dire que le beau n'est qu'un état subjectif.
Le sentiment ressenti est parfois décrit comme spécifique. On parle de plaisir esthétique. Il est généralement présenté comme différent de l'agréable, car désintéressé. Alors ça, ce serait un petit peu douteux. On va voir que ce serait peut-être plus la position de Kant, par exemple. Le plaisir esthétique serait un plaisir désintéressé au sens d'indifférent à l'existence de son objet. Puisque c'est bien la représentation de l'objet qui provoque le plaisir et non pas l'objet lui-même qui, à la limite, pourrait ne pas exister. Quoi qu'il en soit, dire que les propriétés esthétiques sont phénoménales signifie qu'elles caractérisent ce que nous ressentons ou non, ce que nous ressentons, et non ce sur quoi porte apparemment le jugement. Donc tous les jugements du type cet objet est beau sont en fait des jugements qui sont, du point de vue de l'antiréaliste ou du subjectiviste, mal dits ou mal formulés, parce que il n'y a pas de beauté de l'objet en soi, ça n'est juste qu'une sensation, un sentiment personnel. À la limite, l'objet pourrait ne pas exister, voilà, l'énoncé ne se réfère pas vraiment à l'objet. Donc ces propriétés esthétiques, de ce point de vue, ne sont pas des propriétés premières qui existeraient, voilà, indépendamment de toute perception subjective. Conséquence de cette position, voilà, si on est un subjectiviste esthétique comme David Hume, par exemple, le philosophe sceptique anglais du XVIIIe siècle, eh bien, il ne peut pas y avoir d'erreur en matière de jugement esthétique. S'il n'y a pas d'objet ou si l'objet n'est pas nécessaire pour que je formule un jugement sur lui, si quand je dis que c'est beau, c'est juste une expression d'un sentiment que je ressens, mais à la limite l'objet pourrait ne pas exister et ça n'a pas vraiment de rapport avec l'objet, je ne peux pas me tromper. Parce que pour me tromper, il faudrait que je me réfère à quelque chose qui pourrait me donner tort. Donc forcément une réalité qui ne dépend pas que de moi-même. Donc si on est un relativiste esthétique, eh bien il s'ensuit que chacun serait alors sa seule autorité dans ses attributions esthétiques. Vous ne pouvez pas me donner tort quand je dis qu'un truc est beau, parce que quand je dis qu'un truc est beau, je ne parle que ce que je ressens. Et a priori, je sais ce que je ressens et pas vous. En fait. Ou je ne peux pas vraiment me tromper sur la perception immédiate que j'ai de mes propres états sentimentaux ou conscients. Ou en tout cas, ce serait étrange. Donc les propriétés esthétiques ne sont pas réelles. Moi, je préférerais dire qu'elles ne sont pas objectives, mais bon, admettons qu'on dise réelles. Ou en tout cas, elles n'ont de réalité qu'en tant qu'état mental du sujet, je dirais plutôt ça comme ça. On peut toujours dire à l'un d'entre nous qu'il doit trouver beau ce papillon, mais en fait, ça ne veut rien dire du point de vue de l'anti-réaliste ou du subjectiviste, parce que il n'y a pas de beauté du papillon en soi qui ferait que je me trompe si je le juge pas beau, en fait. La beauté n'existe que dans l'œil de l'observateur ou dans l'œil de la personne qui apprécie. Une autre conséquence très radicale et très intéressante de la position relativiste ou anti-réaliste, c'est que si les propriétés esthétiques sont phénoménales et égologiques, donc égologique c'est comme subjective, elles ne se rapportent que au sujet, enfin, elles n'existent que dans le sujet, alors il ne peut pas y avoir de désaccord esthétique. Ça c'est très radical. Si Pierre dit qu'un papillon est beau, et Paul dit qu'il ne l'est pas, en réalité ils ne se contredisent pas. Et oui, ils ne se contredisent pas, parce que pour qu'ils se contredisent, il faudrait qu'ils parlent de la propriété d'un même objet. Il faudrait qu'ils parlent de la beauté ou de la non-beauté d'un papillon qui aurait cette propriété en soi. En fait, si la beauté n'existe pas en soi, ils ne parlent pas d'un objet qui a une existence réelle sur laquelle un désaccord serait possible. Alors, en fait, quand ils disent l'un que le papillon est beau, l'autre que le papillon n'est pas beau, ce que ça veut vraiment dire, c'est que l'un juge que c'est agréable, l'autre n'a pas cette sensation, ne ressent pas ce sentiment. Donc en fait, ils ne parlent que de leurs propres états mentaux, et ces états ne se réfèrent pas à un objet commun qui pourrait les départager. Donc si on est relativiste comme Hume, les désaccords esthétiques sont absurdes. En fait, il n'y a pas à répondre ou à contester quand quelqu'un émet un jugement esthétique, parce que c'est un jugement qui n'est ni vrai ni faux, donc ce serait absurde de partir dans une polémique sur qui a raison, et est-ce que tel film est vraiment meilleur que tel autre. Absurde. Donc c'est très radical, ça élimine les désaccords. En fait, les désaccords n'ont pas lieu d'être, c'est une incompréhension de se battre sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se contredisent pas vraiment si l'un dit que le papillon est beau et que l'autre dit qu'il ne l'est pas? Car Pierre dit que le papillon est beau pour lui, c'est-à-dire qu'il a la propriété, entre guillemets, d'être beau pour Pierre.
Et Paul dit que le papillon n'est pas beau pour lui, qu'il n'est pas beau pour Paul, avec des tirets entre chaque. En fait, ils sont en train d'indiquer qu'ils n'ont pas la même relation à l'objet, et comment pourrait-il avoir exactement la même relation à l'objet, puisque déjà, l'objet pourrait ne pas exister, puisque c'est la représentation qui crée la beauté et pas l'objet en soi, et deux, chacun de ces individus étant un individu différent de l'autre, évidemment qu'ils ne peuvent pas avoir la même relation à l'objet, puisque ce sont deux individus distincts. Donc ça ne peut pas être la même relation, sinon ce serait un seul individu et pas deux individus. Or, les deux propriétés, donc qui sont en fait des propriétés relationnelles, des jugements, voilà, X juge Y, hein, les propriétés être beau pour Pierre et être beau pour Paul sont aussi différentes que, par exemple, les propriétés d'être vert et d'être chaud. Nos désaccords esthétiques apparents sont en réalité des malentendus. Quand on se bat sur qu'est-ce qui a raison quand il s'agit de dire que ceci est beau ou pas, du point de vue du relativisme, c'est des débats qui n'ont aucun sens, parce que chacun ne parle que de sa propre perception et qu'il n'y a pas de vérité qui peut les départager, puisqu'il n'y a pas d'objet réel qui posséderait cette propriété et au sujet duquel une erreur ou une vérité serait possible. Conséquence, si on est relativiste comme Hume, eh bien, il faut arrêter de faire des polémiques sur les questions esthétiques. Faisons la paix. On comprend bien pourquoi le scepticisme de Hume a des affinités avec son côté très tolérant et conciliateur. Hein. C'est un homme des Lumières, David Hume. Donc arrêtons de nous battre sur le beau ou le laid, puisque ce n'est pas une question qui peut être tranchée rationnellement. Faisons la paix et que chacun jouisse de ses propres propriétés phénoménales et égologiques en son fort intérieur. C'est la conclusion logique. Donc ça, c'est la position relativiste ou antiréaliste en matière d'existence des propriétés esthétiques et de nature de vérité des jugements esthétiques. Vous voyez que les deux questions sont liées, hein, de même qu'en métaéthique, les deux questions du réalisme et les deux questions du réalisme moral et du cognitivisme moral, donc la possibilité d'une connaissance morale, sont interdépendantes, puisque pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait une entité à connaître. S'il n'y a pas d'entité à connaître, il n'y a pas de connaissance possible. Donc la doctrine qu'on va utiliser pour appeler la position épistémique dans un cas ou ontologique dans un autre cas sont interdépendantes. Si vous êtes subjectiviste, vous êtes forcément aussi antiréaliste s'agissant de la question des propriétés esthétiques. Inversement, si vous êtes réaliste esthétique, vous allez penser qu'il y a une connaissance possible de l'objet, du beau en soi, quoi. Voilà, donc ça c'est la position de David Hume notamment. Moi je la trouve très forte, très claire, amusante. Voilà, elle a des conséquences vraiment radicales. Hein. Quand on se bat sur ce qui est beau ou laid, du point de vue d'Hume, c'est du bruit avec la bouche, quoi. Ça n'a absolument aucun sens comme débat. Passons à autre chose. Donc, c'est une position très forte, très amusante et qui ne manque pas voilà, d'un certain crédit. Je trouve que c'est quand même assez fort, hein, de résoudre la question de cette façon. Alors, quelles seraient les autres solutions possibles? Donc ça, c'était la position qui occupe l'un des pôles du spectre, hein, c'est la position subjectiviste radicale dans la terminologie de Roger Pouillet. Une position qui est proche de celle de Hume, mais qui est un petit peu moins radicale, mais ça reste quand même globalement du même côté, hein, de la polémique, c'est la position que Roger Pouillet qualifie de subjectivisme universaliste. Le subjectiviste universaliste accepte la thèse selon laquelle les propriétés esthétiques correspondent à des états mentaux et ne sont pas des caractéristiques des choses. Donc jusque-là, c'est pareil. Il affirme cependant que ces états mentaux, s'ils sont purs, c'est-à-dire non mêlés de tout ce qui peut en faire des caractéristiques propres aux seules personnes qui les entretiennent, acquièrent une forme d'universalité et de nécessité. C'est en gros la thèse de Kant. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la position de Kant, c'est une forme de subjectivisme sur la nature des propriétés esthétiques. On est proche de David Hume, c'est pas du tout étonnant vu que Kant a été influencé par Hume, hein, pour sa philosophie en général.
Là où Kant serait un petit peu moins relativiste que Hume, mais vraiment un petit peu moins, c'est que certes, il n'y a pas de beau en soi, cependant, quand les gens jugent sur le beau ou le laid, il va mettre l'accent sur le fait qu'ils utilisent des jugements ou des façons de faire qui emploient un peu les mêmes processus et finalement, voilà, on fait tous un peu la même expérience à un certain niveau très abstrait lorsque on a l'expérience du beau, non pas parce qu'il y a une chose en soi qui est belle, mais parce que l'esprit humain a une certaine universalité qui est plus marquée chez Kant que chez Hume. Mais c'est un peu un point de détail et je ne vais pas m'attarder sur la position kantienne. Alors, troisième position possible s'agissant du débat sur la nature du jugement esthétique. Le grand 3, c'est ce que Roger Pluvet appelle l'objectivisme. Alors, c'est lui qui utilise cette terminologie. L'objectivisme affirme, à ne pas confondre avec la doctrine philosophique de Ayn Rand, qui s'appelle elle aussi l'objectivisme. Malheureusement, les mots et les ismes en philosophie ont souvent plusieurs sens selon les auteurs et les périodes où ils sont utilisés. Donc, qu'est-ce qu'il appelle objectiviste dans le contexte de notre propos? L'objectivisme affirme que les propriétés esthétiques, même si elles ne sont pas réelles, peuvent néanmoins être attribuées à juste titre par celui dont le sentiment esthétique approprié, fondé sur des qualités physiques, psychologiques et culturelles, constituerait à cet égard un critère particulièrement fiable, un bon juge. Et alors, de manière un petit peu étonnante, même si c'est peut-être pas sa thèse personnelle en dernière analyse, une thèse de ce genre est défendue par Hume également. Peut-être dans un dialogue où il oppose différents points de vue, ou bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple à donner, parce que ça ne simplifie pas les positions possibles en présence. Roger Pluvet qualifie cette position de solide, et il est compréhensible qu'on puisse aisément s'en satisfaire. Donc c'est quelqu'un de très bonne foi, qui est capable de reconnaître de l'intelligence aux gens qui ont des opinions qui ne sont pas la sienne sur le problème en question. De bonne foi ou de bonne volonté, si vous voulez. Voilà, ouvert à la discussion. Alors, il faudrait voir à quel point cette position serait celle ou pas d'un auteur que j'avais présenté plus en détail sur la chaîne et que je vous inviterai à aller regarder après cette vidéo si le sujet vous intéresse, qui est Graham, je crois, je ne sais plus exactement son nom, qui avait présenté une défense du réalisme esthétique, et je me demande dans quelle mesure sa position ne serait peut-être pas plutôt un objectivisme au sens ainsi défini, c'est-à-dire à défaut de trouver dans la chose quelque chose qui fait sa beauté et qui permettrait de trancher nos désaccords, on pourrait admettre que telle personne est un juge du bon goût et qu'il a une manière de juger qui est appropriée compte tenu de qualités physiques, psychologiques, culturelles, etc. Donc le beau, ce serait ce que voit la personne qui est de bon goût. Ça nous sort pas quand même beaucoup du relativisme parce que certes il y a une certaine objectivité ou réalité de ce que serait dans cette perspective-là le bon goût, c'est le goût de celui qui juge bien selon telle et telle liste de critères définissables et reconnaissables, mais voilà, qu'est-ce qui permet de dire que lui il a bon goût plutôt que tel autre c'est des questions qu'abordait Graham dans sa thèse, où il essaie justement de sortir du relativisme en matière de philosophie esthétique. Mais je ne vais pas vous reconstituer ici son argumentation. Il faudrait y réfléchir. Enfin, quatrième position possible, et là on est passé tout à fait à l'autre bout du spectre, le réalisme esthétique. Donc la position que va défendre entre autres Roger Pluvet, mais qui serait défendue par Aristote, Platon, toute une tradition philosophique relativement mainstream jusqu'à l'époque moderne. Les philosophes, les philosophes scolastiques, donc les philosophes chrétiens du Moyen-Âge influencés par Aristote notamment, sont des réalistes esthétiques, et on trouverait encore quelques figures du réalisme esthétique, même si c'est beaucoup moins populaire à l'époque moderne et contemporaine. On peut penser à Paul Souriau dans le champ des philosophes de l'esthétique en France. On peut penser à Ayn Rand, qui est une philosophe américaine du XXe siècle, influencée par Aristote. Donc voilà, il y a quand même encore quelques auteurs qui défendent le réalisme esthétique, mais c'est devenu beaucoup moins populaire depuis en gros le XVIIe siècle.
Alors, qu'est-ce que dit le réaliste esthétique s'agissant de cette question de notre jugement esthétique? Pour le réaliste esthétique, la beauté est une qualité réelle des belles choses. Donc c'est comme sa masse ou c'est comme son existence, hein. Parmi la liste des propriétés que possède la chose en elle-même, il y a sa beauté ou sa laideur ou d'autres qualités esthétiques intermédiaires. Cette thèse a été notamment défendue par un philosophe anglais contemporain de Hume qui est Thomas Reid, un défenseur du réalisme et du sens commun. Il disait ainsi, Thomas Reid: quand j'entends un air de musique qui me plaît, je dis qu'il est bon et agréable. Cette excellence n'est pas en moi, elle est dans la musique. Donc on voit bien qu'on est tout à fait à l'autre bout du spectre. Le beau n'est plus une propriété du sujet, mais une propriété de l'objet. On passe du subjectivisme à l'objectivisme, enfin pas au sens de Puivet, mais voilà, on a bien mis le beau dans la chose et pas dans le sujet. Alors Puivet nous dit que cette position, le réalisme esthétique, dont j'ai brièvement indiqué qu'elle avait été dominante dans la tradition occidentale depuis Platon jusqu'en gros au début de l'époque moderne, elle est passée de mode, quoi. La plupart des philosophes contemporains, selon lui, jugent que cette position est fausse, et il nous dit: je vais la défendre. Alors, quelques remarques avant de voir l'argumentation par laquelle Roger Puivet pense pouvoir défendre le réalisme esthétique. Je spoil un petit peu la fin en disant que j'ai pas été convaincu par son argumentation, mais je vais quand même essayer de vous la présenter de la manière la plus convaincante possible. D'autant que moi je serais pas, ça ne me déplairait pas, même si j'ai pas moi-même d'opinion tranchée, ça me déplairait pas d'admettre le réalisme esthétique, ne serait-ce que pour une sorte de bingo où toutes les cases sont cochées, puisque s'agissant de beaucoup d'autres problèmes de statut d'entité en philosophie, de façon générale, moi j'ai souvent des positions qui vont dans le sens d'un réalisme sur tel ou tel débat ou sur telle ou telle question. Par exemple, à la question de savoir s'il existe vraiment un monde objectif indépendamment du sujet qui l'observe ou qui est conscient, moi je défends le réalisme ontologique. Donc oui, il existe bien une réalité en dehors de notre esprit, en réalité en soi. Par suite, j'admets qu'il y a des connaissances de ce monde en dehors de nous, donc qu'il y a des jugements qui peuvent être factuellement vérifiés ou factuellement invalidés par des faits, donc connaissance est possible. Et puis je suis aussi un réaliste dans le domaine de la philosophie morale, s'agissant des propriétés morales comme le bon. Pour moi, le bon, ça existe en soi, hein, une objectivité du bien. Donc je suis réaliste ontologique, je suis réaliste moral. Bon, pour faire une sorte de loto où à chaque fois on va plutôt dans le sens d'admettre l'existence de ce type-là d'entité, ça ne me déplairait pas forcément d'être réaliste esthétique. Cependant, sur ce sujet-là tout particulièrement, j'avoue que je trouve la position relativiste de Hume forte et qu'il n'est pas facile d'en sortir. Même si j'avais essayé de donner quand même un début de piste en traduisant et en commentant les propositions de Graham, justement, dans une vidéo précédente auquel je vous renvoie. Alors, comment Puivet, quant à lui, essaie-t-il de battre la position relativiste et de faire triompher le réalisme esthétique? Et déjà, pourquoi est-il enjoint à le faire? Alors, je vais faire une petite parenthèse digression, mais il faut quand même noter que dans le champ des positions philosophiques possibles, Roger Puivet est quelqu'un qui défend le thomisme. Le thomisme, c'est la philosophie officielle de l'Église catholique. C'est la philosophie qui s'inspire de saint Thomas d'Aquin, un philosophe du XIIIe siècle. Donc Puivet est très certainement aussi lui-même un philosophe catholique. Et je note qu'il est quand même tenu, puisque quand on est catholique, on doit obéir au pape, il est quand même tenu de défendre la philosophie officielle de l'Église. En tout cas, il aurait des problèmes à ne pas le faire. Je ne dis pas ça pour restreindre ou mettre en cause son propos qui est d'une très grande clarté et son argumentation. Je note juste que voilà, il va défendre ça sur fond d'une sorte de choix plus fondamental en faveur d'une religion, d'une église et d'une philosophie générale qu'est le thomisme. Voilà, c'est important quand même de le souligner. Si on veut vraiment entrer dans les détails, on peut dire que Puivet se rattache un petit peu à ce qu'on pourrait appeler un thomisme analytique, c'est-à-dire une philosophie catholique et d'influence
influencé par Aristote et par saint Thomas d'Aquin, mais qui le reformule en s'aidant des outils de la philosophie anglo-saxonne mainstream contemporaine, donc la philosophie dite analytique, qui consacre beaucoup d'attention à l'analyse du langage et l'analyse logique des propositions, et bon, bref. Je ferai une vidéo un jour sur qu'est-ce que la philosophie analytique. Il est un peu au courant de ces deux traditions-là, et force est de reconnaître, au crédit des dites traditions que j'ai mentionnées, que ça amène à un propos qui est d'une très grande clarté. On sent qu'on n'a pas affaire à un charlatan quand on lit son ouvrage, qui est très très clair, et moi j'aime ça. Donc juste pour dire, philosophe catholique, il est engagé à défendre donc un réalisme esthétique. Pourquoi? C'est pas juste parce que l'Église le demande, ou plus exactement si, mais c'est pas juste parce que l'Église a un avis sur cette question philosophique directement. C'est quand même un petit peu aussi, me semble-t-il, la conséquence d'une philosophie sous-jacente, donc qui est celle de saint Thomas, et au-delà de ça, d'une théologie sous-jacente. Il faut que le beau existe en soi, pour une raison qui, in fine, doit nécessairement avoir un rapport avec Dieu, parce que sinon l'Église catholique n'aurait pas vraiment de raison d'avoir un avis sur la question. Alors pourquoi c'est nécessaire et qu'il faut que ce soit comme ça? Eh bien parce que vous savez que Dieu, dans les religions abrahamiques, et en tout cas dans le catholicisme, eh bien, est défini comme un être parfait. Alors, je ne vais pas faire ici la critique de la notion de perfection, parce que ça sera l'objet d'une vidéo future. Moi, c'est un concept que je trouve extrêmement critiquable et fumeux, mais admettons, pour la simplicité de l'exposé, qu'on va faire comme si c'était facile et évident. Donc, la perfection, ce serait la détention de qualités éminentes, tout ça entre guillemets, parce que c'est un peu mystérieux. Dieu serait l'être totalement et absolument bon. Il a la bonté au suprême degré, il est bon, il a la bonté de manière la plus totale et pleine qu'il soit possible d'avoir cette qualité. Et puis il est tout-puissant, il est omnipotent, enfin vous connaissez les attributs de Dieu. Dieu est l'être par excellence, c'est-à-dire qu'il existe ou il est d'une façon qui est plus profonde ou plus radicale que les autres êtres, puisque il est éternel et il existe par lui-même, c'est la définition de Dieu comme substance, il est autosuffisant. Donc il est, je suis celui qui est nous dit l'Ancien Testament, donc, il est l'être par excellence. Il est l'être qui donne l'être aux autres êtres. Donc il est absolument bon, absolument existant, absolument puissant, etc. Et il est aussi, pour avoir toutes les perfections, il est aussi nécessairement absolument beau. Et ça se retrouve dans une longue tradition théologique qui remonte à Platon, en fait. Quand l'esprit se libère de la matière et contemple le monde des idées chez Platon, il voit les choses telles qu'elles sont vraiment, il voit les choses qui ont le plus d'être qu'il soit possible d'avoir, qui existent au sens le plus fort. L'idée existe davantage que la chose matérielle qui s'inspire de l'idée. Et puis, voir les idées elles-mêmes ou voir le monde suprasensible lui-même, c'est voir ce qui existe le plus, c'est voir ce qui est le plus bon, le plus parfait, qui a le plus de bonté ou d'excellence. Et puis, c'est voir aussi ce qui est le plus beau. Voilà, le monde des idées, la contemplation par l'intuition chez Platon des idées est un spectacle de pure perfection. On voit la beauté des choses dans leur vérité fondamentale. Ça a inspiré évidemment Plotin et la mystique chrétienne du Moyen-Âge, toutes les tentatives de rendre compte d'une expérience où l'individu dépasse tout ce qui est particulier, sensible et éphémère et ouvre son esprit à l'absolu qui est totalement beau, entre autres perfections. Donc évidemment, Dieu fonctionne de la même manière. Toute cette mystique ou toute cette théologie dualiste et spiritualiste de l'Antiquité avec Platon et avec la tradition néoplatonicienne a ensuite été récupérée par les chrétiens et puis les musulmans aussi, les philosophes de la période médiévale, les mystiques, ou une partie d'entre eux en tout cas. Donc Dieu, il est totalement beau. Il est absolument beau, c'est un spectacle de pure magnificence de voir Dieu ou de l'entrevoir. Tout ce qui se rapporte à lui est nécessairement nimbé de la grâce, qui est aussi une notion à la fois religieuse, esthétique et morale, la grâce. Donc, le beau, il est forcément en soi, puisque Dieu, il l'a en soi.
Et tout autre beau, eh ben, il relève de la même classe d'entité, quoi. Si une chose créée, si une créature, si un ange, par exemple, qui est une créature spirituelle, si un ange est beau, eh ben, il est beau en soi, à l'image de Dieu. Donc, il n'y a qu'une seule zone ontologique où ranger le beau, il est dans les choses, il est dans les êtres qui portent cette beauté, quoi. Voilà, ça c'est les raisons finalement de fond théologiques qui font que l'Église ne peut pas avoir une autre position sur la question, mais ce n'est pas encore un argument prouvant que le beau existe bien dans les choses belles. Alors, comment Puivet argumente-t-il sur cette question? Alors évidemment, il y aurait une ligne d'argumentation très facile qui consisterait à dire je démontre que Dieu existe, je démontre que Dieu est parfait, je démontre que la beauté est une perfection, donc le beau appartenant à Dieu est une propriété réelle. Ça, ce serait une démonstration tout à fait valable et logique de l'objectivité du beau, mais ça pose le léger détail d'arriver au préalable à démontrer, entre autres choses, que Dieu existe. Donc pour ne pas faire ce détour un petit peu contraignant, comment procède l'auteur? Puisque ce n'est pas cette démonstration-là qui va suivre dans son chapitre. Alors, je vous la lis, puis j'essaie de vous la présenter de manière convaincante, même si je vous le dis d'avance, moi, je n'ai pas été convaincu, voire même, j'ai lu au moins 3 ou 4 fois cette page de Puivet, je la comprends pas très bien, hein, mais je vais essayer de la présenter honnêtement quand même. Alors, c'est quoi son argument? Supposons qu'il y ait là un papillon. Quelqu'un dit, c'est un beau papillon. Quel beau papillon? Quel beau papillon, point d'exclamation. Quelqu'un dit, quel beau papillon, et tout le monde acquiesce. Un autre ajoute, imaginez ce papillon exactement tel qu'il est, mais laid et non beau. Parviendrons-nous, si pour nous ce papillon est beau, à le considérer maintenant comme laid, et que pourtant il reste exactement le même, que rien ne change en lui? Point d'interrogation. Je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas possible et suggérer une conclusion en faveur du réalisme esthétique. Essayons de bien faire ressortir la particularité de ce qui est demandé dans le cas du papillon. Pour cela, changeons d'objet. Quelqu'un aurait pu dire « ce fauteuil est vraiment confortable ». Si on disait « imaginez ce fauteuil exactement tel qu'il est, mais inconfortable », cela n'aurait rien d'impossible. Il suffirait de penser à une personne très petite ou très grande qui s'assoirait dans le fauteuil. Pour elle, il pourrait être inconfortable, même s'il ne l'est pas pour une personne de taille moyenne. On pourrait facilement faire la remarque qu'un fauteuil n'est pas confortable ou non en soi, que cela dépend des personnes qui s'y assoient, tout en restant exactement le même fauteuil. Mais dans le cas du papillon, s'il était laid et non beau, serait-ce encore le même papillon? Ne serait-ce pas plutôt un papillon de la même sorte, mais pas exactement le même? L'identité générique pourrait être préservée, mais l'identité numérique? Point d'interrogation. Alors, je pense que la différence, je ne suis pas sûr, mais générique, ce serait l'espèce ou le genre, donc ça reste un papillon de la classe des papillons, là, mais ce n'est pas exactement le même papillon qu'avant, c'est-à-dire ce n'est pas exactement le même papillon individuel qui avait le trait individuel bien spécifique d'être un papillon qui est beau, qui a la beauté de ce papillon-là précisément. Donc c'est à mon avis ça la distinction qu'il veut faire entre générique et numérique, c'est une distinction finalement entre la substance papillon et l'accident, ou en tout cas l'autre propriété qui serait la beauté du papillon en particulier. Il serait possible d'imaginer exactement le même papillon à 5 mètres plus à gauche ou plus à droite. Numériquement c'est le même, mais il est ailleurs. En revanche, comment pourrait-on l'imaginer laid et que ce soit bien ce même papillon? L'identité numérique du fauteuil n'est pas sensible à la possession de la propriété d'être confortable. Le confort est relatif au mec qui s'assoit dessus, mais en soi le fauteuil il est ni confortable ni inconfortable, c'est pas une propriété intrinsèque du fauteuil. L'identité numérique du papillon n'est pas sensible non plus à sa localisation. C'est toujours le même papillon, quel que soit l'endroit où il est dans l'espace-temps. Mais son identité, son être est sensible au fait d'être beau ou de ne pas l'être.
Au regard de l'identité numérique du papillon, comment expliquer cette différence entre la propriété d'être à 5 mètres plus à gauche et celle d'être beau? Alors je réfléchis en même temps, j'avais une objection, mais elle s'évanouit à mesure que je réfléchissais, donc je continue, ça va peut-être me revenir. Face à ces difficultés, le relativiste revient à la charge. En ricanant un peu de notre embarras, il dira: soyons un peu sérieux. Tous vos errements ne tiennent qu'à une seule difficulté. Les propriétés esthétiques, la beauté particulièrement, ne sont pas possédées par les choses auxquelles nous les attribuons. Une propriété esthétique d'une chose est tributaire du regard que nous portons sur elle. Les propriétés esthétiques sont relatives aux personnes. Le papillon est beau pour quelqu'un et il ne peut pas l'imaginer autrement qu'il le voit, mais cela n'implique rien au sujet du papillon lui-même. Que lui répondre? Comment vaincre le relativiste? D'accord, cher relativiste, mais si l'attribution de la beauté était relative, comme vous le prétendez, la possibilité d'imaginer ce papillon laid et non beau, tout comme celle d'imaginer ce fauteuil inconfortable et non pas confortable, ne poserait aucun problème. Or, justement, elle en pose. Ce papillon laid et non beau, ce n'est plus le même papillon. Une chose ne peut pas perdre une propriété comme celle d'être belle, tout en restant exactement la même, c'est-à-dire en restant cette chose-là. Et c'est bien là le problème qui se présente à vous. Comment rendre compte de cette impossibilité sans renoncer au relativisme? Il faudrait comparer ce texte avec un texte de Pascal où il ne parle pas tout à fait de la beauté, mais de l'amour qu'on porte à un être, et où il interroge justement cette question du changement. Est-ce qu'on aime toujours... est-ce qu'on peut aimer une personne en soi et pas simplement telle ou telle de ses propriétés passagères? euh, hmm, Allez, j'avance un petit peu, il y a peut-être des idées qui me viendront. Le relativiste n'a pourtant pas complètement tort. C'est même ce qui rend sa thèse plausible. Imaginons la situation suivante. Le seul interlocuteur de celui qui pense « quel beau papillon » est un caniche. Alors c'est au chien qu'il s'adresse. « Regarde, Médor, quel beau papillon !» Le caniche remue la queue et essaie de manger le papillon. Nous sommes tentés de penser qu'une propriété comme la beauté suppose certaines dispositions chez celui qui l'observe, ce que le langage quotidien désignerait comme une sensibilité à certains aspects des choses. Le chien en semble dépourvu, c'est-à-dire que le chien, lui, ne perçoit pas la beauté du papillon. Mais on pourrait dire au sujet de quelqu'un, pas la peine de lui montrer de belles choses, il y est insensible. De telles dispositions esthétiques, nous hésitons à en créditer un chien et plus encore un poisson rouge. Rien dans leur comportement ne nous y encourage. Nous supposons aussi qu'il est possible de les acquérir, que parfois on les perd. Cela signifie que les propriétés esthétiques, la beauté particulièrement, dépendent d'une capacité de réponse adéquate. Alors là, je pense qu'il y a quand même une petite confusion, parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'on pourrait avoir un individu qui perdrait sa sensibilité à la beauté, mais c'est pas parce que je deviens insensible à la beauté d'une chose qu'elle a cessé d'être belle objectivement, si on est réaliste esthétique. Il ne faut pas confondre l'existence ou l'inexistence du beau et ma capacité à le percevoir. Elle pourrait être paralysée, ma capacité à percevoir le beau d'une chose, par mon état de maladie, par un état émotionnel fort qui fait que je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me parle d'une œuvre d'art. Voilà, bon. Mais ça ne prouverait pas que la chose n'est pas en soi belle. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est important à souligner contre l'argument des goûts et des couleurs. Le simple fait que les gens ne soient pas d'accord sur ce qui est beau ou laid
ne prouve pas qu'il n'y a pas de laid ou de beau en soi, tout simplement parce que certaines personnes pourraient ne pas être dans un état qui leur permet de percevoir la beauté des choses vraiment belles, par exemple parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dans un état passionnel, ou parce qu'ils n'ont pas eu la culture et l'éducation qui leur rendent, qui leur dotent la capacité ou la disposition de percevoir la beauté, ou en tout cas de percevoir certaines formes de beauté de certaines choses. C'est une thèse qui est relativement plausible et qui en tout cas voilà, gêne celui qui voudrait tirer de la relativité des opinions un argument sur le fait qu'en soi, il n'y a pas de beau. C'est pas un très bon argument de base, de toute façon, de dire que les goûts diffèrent, parce que, analogiquement avec les jugements factuels, les gens peuvent ne pas être d'accord sur le fait que la Terre soit plate, ça ne change pas qu'il y a une vérité en matière, est-ce qu'elle est plate ou est-ce qu'elle n'est pas plate, quoi. Donc, la simple diversité d'opinions ne dit rien des choses en soi. Alors, quelle est la nature des propriétés esthétiques selon Roger Puivet? Les propriétés esthétiques sont extrinsèques. Une propriété intrinsèque est possédée par une chose indépendamment de toute autre chose et de toute autre propriété d'autre chose. La forme d'une clé est intrinsèque, pardon. Donc la forme d'une clé, elle est en soi, elle n'a pas besoin d'autre chose pour être cette forme-là, encore qu'on pourrait en débattre. On pourrait remarquer que la forme de la clé dépend de pression atmosphérique, de la température terrestre, enfin on pourrait nier que ce soit une vraie propriété intrinsèque. On pourrait nier même la classe des propriétés intrinsèques et se demander si tout n'est pas relationnel plutôt. Il y a une certaine ontologie sous-jacente là. Attention. Bon, mettons que la forme d'une clé soit intrinsèque pour comprendre ce que sont les propriétés intrinsèques en tout cas. En revanche, c'est une propriété extrinsèque d'une clé d'ouvrir une certaine porte. Donc le fait que mes clés ouvrent ma porte d'entrée, ça n'est possible que si ma porte d'entrée existe. Si la porte d'entrée n'existe plus, ma clé, qui garde la même forme et qui reste le même objet dans l'expérience sensible, perd quand même une de ses propriétés, une propriété qui dépend de l'existence d'autre chose. Donc, propriété extrinsèque, on pourrait appeler ça des propriétés relationnelles. Mais moi, je serais, étant plutôt inspiré par des tendances philosophiques et épistémologiques qui vont vers le holisme et le systémisme, j'aurais tendance à soupçonner qu'il n'y a peut-être que des propriétés relationnelles, justement. Problématique de... L'inverse est problématique, quand même. L'inverse est problématique, et puis cette thèse-là me semble bien problématique aussi pour la thèse de Roger Puivet, parce que si les propriétés esthétiques sont extrinsèques, ça veut dire qu'elles n'existent qu'à condition que autre chose existe pour débloquer en quelque sorte cette propriété, et ça me semble contradictoire avec les exigences que j'avais rappelées tout à l'heure sur le statut du beau en théologie catholique, parce que le beau de Dieu, il doit exister que Dieu ait créé le monde ou pas. Donc ça ne peut pas être extrinsèque et dépendant d'un sujet quelconque reconnaissant l'existence de cette beauté, c'est forcément une beauté en soi avant la création. Du coup, ça peut pas être... Enfin voilà, sa thèse me semble quelque peu problématique, pour ne pas dire un peu hérétique. Comment ça pourrait être extrinsèque si Dieu il est beau? S'il n'y avait personne, ni bête, ni être humain, ni Dieu, pour répondre adéquatement à la propriété d'être beau du papillon, en ce sens, on pourrait dire qu'il ne le serait pas. Et oui, c'est bien ça qu'il nous dit. Il nous dit que c'est une propriété relationnelle. Du coup, j'espère qu'il y a une autorité catholique quelconque qui relit les textes de philosophes comme Puivet, parce que ça me semble pas tout à fait bien conforme à la pensée de l'Église, quoi, ce qu'il raconte. Mais bon, c'est pas mon métier. La beauté est une propriété extrinsèque, une propriété qu'une chose possède s'il existe une autre chose possédant certaines propriétés, dont la propriété dispositionnelle de rendre adéquate la beauté des choses. Donc là, il ne nous dit pas que la beauté, elle existe dans l'œil de la personne qui observe. En revanche, il nous dit que pour qu'une chose soit belle, il faut qu'il existe au moins virtuellement une chose qui pourrait potentiellement percevoir cette beauté. En fait, s'il n'y a pas de sujet, la chose ne pourrait pas avoir la propriété d'être belle. Donc c'est très bizarre comme statut du beau, parce que c'est pas un statut ni purement objectif, ni purement objectif. Dire que c'est une propriété extrinsèque, c'est dire que c'est une propriété relationnelle, et pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait le sujet et l'objet. Effectivement, sans le sujet... Donc voilà, il a une position qui est... Ouais, c'est pas ce que je croyais en fait. Il n'a pas une position vraiment...
Il n'a pas une position purement objectiviste, il ne dit pas que le beau, ça existe indépendamment de toute conscience qui pourrait l'apercevoir. Il a une position qui serait assez simondonienne, finalement. Simondon, me semble-t-il, soutiendrait plutôt quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que c'est que parce qu'il y a une rencontre du sujet et de l'objet qu'il y a du beau, ou plus exactement, le beau n'est rien d'autre qu'un certain état de la dissociation ou de la rencontre entre le sujet et l'objet. Ouais, donc c'est vraiment une ontologie du beau qui est relationnelle, qui n'est pas intrinsèque, mais ça me semble problématique avec le cadre de pensée thomiste et catholique qui est censé régir le propos de l'auteur. Donc encore une fois, ça pourrait lui valoir des ennuis. La beauté du papillon dépend donc de l'existence de personnes capables de certaines réactions sensibles et intellectuelles adéquates. Ce qui ne veut pas dire que le beau du papillon n'existe que quand le sujet est en acte, actuellement en train de regarder la chose et de juger qu'elle est belle, parce que là, ça le ferait vraiment dépendre de sa subjectivité. Là, il ne la fait pas dépendre de la subjectivité, mais d'une disposition, d'une possibilité, d'une puissance virtuelle du sujet, donc d'une relation. L'erreur du relativiste est de croire que ce qui est ressenti est la cause de la beauté. Mais si une chose était belle ou laide parce que nous ressentons quelque chose, ne pourrions-nous pas aisément imaginer tel papillon laid et non beau? En fait, il serait beau ou laid parce que nous le voyons beau ou laid. Or, si nous le voyons beau, nous ne pouvons pas l'imaginer laid, sauf à imaginer autre chose. Donc ça, c'est son argument central. Bon, je vais peut-être finir le texte et puis je le discuterai, parce que je ne suis pas vraiment convaincu. Le relativiste peut dire que si nous ne le pouvons pas, donc si on n'arrive pas à imaginer que la chose qu'on juge belle est en fait une chose laide, c'est que nous ne pouvons ressentir autre chose que ce que nous ressentons. Et oui, je serais un peu d'avis d'aller dans cette pente-là, moi. Mais nous ne pouvons pas imaginer ressentir autre. Mais ne pouvons-nous pas imaginer ressentir autre chose que ce que nous ressentons à l'égard de cette chose ou de cette représentation. Si nous ne le pouvons pas, ce n'est pas dû à une incapacité imaginative, et oui, moi c'est la thèse que j'aurais été tenté de soutenir. Si nous ne le pouvons pas, ce n'est pas dû à une incapacité imaginative, puisque dans le cas du fauteuil inconfortable et non pas confortable, c'est possible. Le relativiste cherche en lui la raison de cette impossibilité, mais n'est-elle pas dans la nature même de la propriété d'être beau? Donc oui, moi effectivement, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas convaincu par l'argument de Pouillet sur l'objectivité du beau, parce que le fait que je ne sois pas capable d'imaginer le papillon comme étant laid quand je trouve qu'il est beau, ou l'inverse, ça dit quelque chose des limites de mon imagination, ou en tout cas ça pourrait dire quelque chose des limites de mon imagination, donc des limites de la subjectivité, et pas de l'en-soi. C'est un argument un peu nietzschéen. Nietzsche fait ça avec la logique. Il nous dit c'est pas parce qu'on peut pas imaginer une chose et son contraire au même moment qu'en soi il n'y a pas une chose et son contraire au même moment. Ça juste dit que le sujet, c'est-à-dire nous, ne pouvons pas faire cet acte de reconnaître que la chose est contradictoire en elle-même. Et peut-être qu'effectivement c'est une limite du sujet et pas quelque chose sur la nature de la chose. C'est un vrai problème épistémique. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment un argument décisif, en tout cas, je suis pas vraiment convaincu. Même si j'aurais envie d'être convaincu par certains côtés, mais... le relativiste manque la différence entre les propriétés extrinsèques réelles et les propriétés extrinsèques relatives. Alors là, il introduit une deuxième distinction ontologique, puisqu'on avait d'abord distingué les propriétés extrinsèques et intrinsèques, et maintenant il nous dit que dans les extrinsèques, il y a les extrinsèques réelles et les extrinsèques relatives. C'est là où on fait aussi de l'ontologie quand on fait de la métaesthétique. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est un peu pareil. Ouvrir une certaine porte ou être le fils d'une certaine personne est une propriété extrinsèque réelle. Pierre n'est le fils de Paul que si Paul existe et possède la propriété d'être son père. Être le fils de Paul n'est pas une propriété que nous pourrions projeter sur Pierre en fonction de ce que nous ressentons. Oui, voilà, bon, c'est un pur fait, quoi. La clé possède une certaine forme qui permet d'ouvrir telle porte. Cette propriété n'a rien de relatif, même si la clé n'a pas la propriété d'ouvrir
telle porte si cette porte n'a pas la propriété d'être ouverte avec cette clé. En ce sens, telle clé n'ouvre telle porte que si cette porte réagit adéquatement à cette clé. En parenthèse, pour ceux qui ont lu ou qui ont vu ou qui se souviennent de ma vidéo sur la naturalité du bien, j'ai été inspiré justement quand même par ce texte de Roger Pluvet, puisque j'en arrivais à dire que le bon est un type de propriété extrinsèque, donc du genre qu'aurait la clé qui ouvre une certaine porte. Je vous renvoie à cette vidéo sur la nature du bien. De même, rien n'est beau si personne n'a certaines dispositions, c'est-à-dire capacité de réponse adéquate. Cette disposition à répondre est pour une part naturelle, elle suppose l'exercice d'un de nos 5 sens. Pour une part, elle est acquise au sein d'une communauté en fonction d'un langage, d'une histoire. En ce sens, les usages et les pratiques importent à une théorie réaliste des propriétés esthétiques. Elle n'a pas à s'en passer et elle ne le peut pas. Mais cela n'implique nullement de renoncer au réalisme esthétique et de donner congé à la métaphysique des propriétés esthétiques. Pourquoi ne pouvons-nous pas imaginer exactement le même papillon laid et non beau? Rien ne m'empêche plus de répondre, même face aux mines sceptiques, parce que la beauté est une propriété extrinsèque et réelle. Donc tout l'argument, il tient quand même sur cette histoire de papillon et sur l'incapacité de le percevoir comme étant laid si on le juge beau. Alors, outre l'argument que j'ai déjà, ou le contre-argument que j'ai déjà mentionné, si ça se trouve, ça pourrait ne rien dire du papillon en soi, mais simplement dire quelque chose des limites de l'imagination du sujet, ce qui est d'ailleurs une perspective qu'évoque en la rejetant Pouivet lorsqu'il nous dit il parle d'incapacité imaginative. Voilà, moi, c'est le genre d'objection que j'aurais envie de soulever à sa théorie. Une autre objection ou une autre difficulté de son argument, qui fait que je ne suis pas convaincu, c'est que est-ce que je vais m'en souvenir? Oui, voilà. On a parlé de la relativité des opinions de chaque personne sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, mais on n'a pas parlé des changements temporels que peut ressentir l'individu s'agissant de ses propres appréciations esthétiques. Parce que le papillon que je juge beau, peut-être qu'au moment où je le juge beau, rien ne pourrait me convaincre que c'est laid. Hein. Peut-être que ma musique préférée, quand je l'écoute et que je suis dans un état qui fait que voilà, tout va bien, je ne peux pas juger que c'est pas ma musique préférée qu'elle déchire pas sa race, mais on a tous fait l'expérience, me semble-t-il, de variations, voire de ruptures et de changements dans nos appréciations esthétiques. Ça nous est tous arrivé. Alors il y a le phénomène de l'accoutumance, où on relit pour la 5e fois un livre qu'on a adoré et que c'est quand même pas aussi bien que la première fois. Bon, ça peut arriver. Parfois si, hein, mais bon, ça pourrait arriver qu'on se lasse quand même. Et j'ai peut-être pas d'exemple personnel là tout de suite, enfin ça pourrait nous arriver quand même de passer d'un jugement plutôt positif sur une réalité à un jugement plutôt négatif. On trouvait que c'était plutôt joli, puis à la réflexion, en fait non, c'est plutôt raté, c'est moche. Du coup quoi? Qu'est-ce que ça prouve cette variation temporelle? Est-ce que ça prouve que si on maintient l'idée d'une objectivité du beau, ça veut dire qu'à certains moments donnés, on devient incapable de reconnaître la beauté de la chose? Alors, il y a la théorie des dispositions sous-jacentes, en plus des autres éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire on pourrait expliquer ça par la maladie ou les états émotionnels. Simplement, est-ce que ça répond à tous les cas de changement d'opinion esthétique, le fait que tu étais malade ou le fait que tu n'étais pas de bonne humeur, ou le fait que tu as perdu des dispositions esthétiques? Ça c'est quand même plus étrange parce qu'il faut vraiment une théorie de la déperdition des propriétés esthétiques. À quel moment est-ce que je deviens incapable de juger du beau de quelque chose? Peut-être après une amnésie, mais bon, c'est quand même des cas un peu limites qui ne semblent pas de nature à bien rendre compte des raisons pour lesquelles on change d'appréciation esthétique à certains moments. Donc si on voulait crédibiliser ou essayer d'arriver au secours du réalisme esthétique, on aurait quand même besoin d'une bonne théorie de l'erreur esthétique, parce que c'est ça le sujet de départ. Peut-on se tromper sur ce qui est beau? Si on peut se tromper sur ce qui est beau parce qu'il y a du beau en soi, il faudrait une théorie de comment ça se fait qu'on se trompe. On arrivera vraiment à la conviction que le beau existe en soi que si on nous donne une bonne théorie explicative de pourquoi les gens se trompent sur ce qui est beau en soi.
Bah ça, c'est pas fait. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça sous la plume de Pluvet, et ce serait quand même un peu nécessaire si on voulait être convaincu. Donc, il faudrait une théorie de l'erreur esthétique qui nous montre que voilà, c'est vraiment une erreur et pas simplement une incapacité d'imaginer les choses autrement qu'elles sont. Donc on peut changer d'appréciation sur la beauté de quelque chose. Est-ce que le fait qu'on puisse changer d'appréciation sur la beauté de quelque chose n'est pas l'indice d'un arbitraire fondamental du sujet et du fait qu'il n'y a rien dans la chose qui résiste et qui s'impose en quelque sorte au sujet? euh, Ou alors, si on est déterministe, ou en tout cas si on cherche à expliquer ça par des causalités, voilà, à certains moments, peut-être que certaines forces s'imposaient à mon esprit et me contraignaient à trouver beau quelque chose, et puis dans une situation différente, ces forces ou ces déterminations n'agissent plus ou pas assez par rapport à d'autres choses, et je ne peux plus trouver beau telle ou telle chose. On a tous fait l'expérience quand même de juger certaines personnes comme plutôt jolies et agréables, et puis quand on apprend des informations sur la vie de cette personne, sur sa moralité, on va plus pouvoir la juger aussi belle, voire plus belle du tout. Certains diraient, alors si le réaliste pourrait dire, ça nous paralyse ou ça coupe notre capacité à percevoir que si, elle a une beauté physique intrinsèque. Et peut-être pas en fait, peut-être juste que le sentiment agréable de beauté nous perd pas, parce qu'il n'y a rien dans la nature même de l'objet qui existe et qu'on devrait reconnaître. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cet exposé. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis de bien cerner les enjeux de ce domaine de réflexion philosophique. Je sais que c'est un peu décevant ou frustrant de ne pas arriver à une conviction tranchée. En même temps, le but de la philosophie, c'est aussi de nous faire réfléchir et de nous poser des questions. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas d'avis vraiment tranché sur cette question de la métaesthétique. Ça fait même un moment que j'ai pas d'avis tranché, puisque je vois que le texte, je l'ai posté en 2017, donc je l'avais lu probablement cette année-là. Euh, voilà, ça fait 8 ans que j'ai pas d'avis tranché, et ça va probablement continuer encore un moment, parce que je trouve pas que ce soit non plus des priorités absolues pour la réflexion. Mais voilà, j'aime bien la position subjectiviste de Hume, mais s'il y avait une bonne explication convaincante du fait que si le beau ça existe vraiment, il y a vraiment des gens qui se trompent, et du coup il y a vraiment des gens qui ont mauvais goût, ça me dérangerait pas forcément non plus d'arriver à cette conclusion-là. Donc j'ai pas non plus. C'est peut-être aussi pour ça que je m'y intéresse pas très, très activement, parce que le fait d'arriver à une conviction tranchée sur le sujet me semble pas forcément apporter des enjeux très très net, quoi. Donc un, c'est dur, deux, à quoi ça sert? Non, mais c'est intéressant quand même. Intéressant. Et puis ça nous permet aussi de mieux comprendre par analogie d'autres gammes de problématiques, parce que ces débats sur réalisme et relativisme, on les retrouve s'agissant de pas mal d'autres entités dans d'autres questionnements philosophiques fondamentaux. Eh bien, écoutez, je vous invite à nous retrouver sur notre serveur Discord La Cité Libre pour en débattre, et puis à très bientôt.